créé la boîte le jour où on a facturé la première prestation d'un panier moyen de 30 000 euros à peu près, où en fait c'est la première fois qu'on faisait vraiment du chiffre d'affaires. Salut, moi c'est Pierre, je suis le CEO cofondateur de Cube, la première agence de no-code. À la fin, c'est notre objectif, vraiment être le leader sur la prestation no-code en termes de service, mais aussi de formation d'ici 10 ans. Enfin, nous, dans notre tête, c'est très clair, mais pour ça, il va falloir tenir. Et il va falloir du coup être concentré sur la tâche à accomplir. C'est pour ça qu'en termes perso, je ramène ça au boulot, parce qu'aujourd'hui, dans ma tête, je suis en mission, quoi. Bon, donc là, aujourd'hui, tu es CEO de Cube, il y a le bootcamp, président du SFPN, tu fais beaucoup de choses. Ouais. Il y a d'autres... Hello Pierre, comment ça va? Au top, et toi Florent? Super, voilà, j'arrive tout juste du Maroc pour ce podcast avec toi. Je suis ravi, je suis enchanté. Bon, alors j'ai pas mué entre temps, simplement que j'ai eu un petit coup de froid en revenant à Paris. Donc ça te fait une petite voix de De Niro, c'est parfait. C'est génial. Ouais, franchement c'est idéal. Ok. Bon, top. Hyper content de t'avoir avec moi pendant une petite heure. T'as plein de choses à nous raconter sur le no-code. Déjà, peut-être, est-ce que tu peux te présenter? Ce que tu fais et qu'est-ce que c'est déjà le no-code? Ouais, bah écoute, merci pour l'invitation, vraiment très très content d'être là, prendre un peu du temps pour parler de cette matière qui est hyper mouvante, que je commence à connaître un petit peu depuis 2019 avec la création de Cube à l'époque, mais le no-code a pas forcément bougé dans sa définition, elle commence surtout à se préciser aujourd'hui, c'est vraiment des nouveaux langages de programmation. On va parler de programmation visuelle, où on va pouvoir développer des applications, des sites web, des automatisations sans coder. Donc on peut aussi associer ça à des nouveaux frameworks. C'est des nouveaux langages, voilà, très clairement. Ok, hyper clair. Et alors du coup, qui est Pierre? Qui est Pierre? Pierre, c'est le CEO du groupe Cube. C'est un groupe qui est pionnier dans le no-code en France, qu'on a créé en 2019 sur un métier historiquement d'agence, du coup de service à destination des startups, scale-up, grandes entreprises, spécialisé sur le lancement de projets, donc pour pouvoir justement développer des applications, sites web, automatisation en temps record sur certaines technologies no-code. C'est là où est notre expertise. Et plus récemment, du coup, organisme de formation, on a lancé notre école il y a environ 1 an, du coup, suite à la montée en compétences de l'ensemble de nos équipes et cette capacité aujourd'hui à décliner nos contenus et faire en sorte de former le plus de professionnels possible. Et alors comment ça s'est fait du coup cette création d'agence, ensuite école? C'était pendant vos cours? Oui, alors moi, un de mes associés adore dire que j'ai jamais travaillé parce que c'est le seul de nous trois avec Arthur et Thomas qui a fait 1 an et demi dans le salariat après les études. Mais en effet, du coup, on s'est rencontrés tous les trois avec Arthur et Thomas à l'ESSEC. Moi, je viens de Sciences Po à la base, donc pas du tout la tech. Et on s'est rencontrés pendant un master entrepreneuriat où on a tenté pas mal de choses pendant cette période-là, qui ont été surtout des grandes sources d'apprentissage pour éviter de faire certaines erreurs qu'on ne fait plus aujourd'hui et qui nous ont menés du coup dans la prestation de service où au début on n'était pas du tout sur le no-code, on était vraiment sur de l'accompagnement d'entrepreneurs pour les aider à améliorer leur pitch, à penser le lancement de leur activité, parce qu'on avait vraiment vu ça pendant 2 ans pendant la fin de nos études et en testant pas mal de boîtes. Et en fait très rapidement le no-code s'est rajouté en briques naturelles sur aller plus loin que simplement les conseiller, mais faire leur première MVP, leur premier POC, leur première application, leur premier site web. Et c'est comme ça que Cube est né en 2019 avec quelques premières prestats qui se sont vite accumulées et qui a permis de lancer l'agence, très concrètement. T'as en tête une première presta que t'as lancée? Oui, c'est une petite anecdote de Cube, parce que avant Cube, on avait lancé des boîtes qui avaient fait assez peu de chiffre d'affaires. On avait vraiment eu du mal à lancer les activités. Tu peux en parler peut-être? Ouais, la première boîte, de mon côté, c'était My Orientation. C'était une plateforme de mise en relation entre étudiants pour faire en sorte de connecter des lycéens avec des étudiants en études afin qu'ils puissent se projeter dans la réalité des formations. Donc du B2C compliqué, très volumineux, où il y avait tout le syndrome, pitch deck, business plan, vraiment tout ce qu'on peut trouver comme erreur à commettre avant de vendre et de vraiment faire du chiffre d'affaires sur le concept et prouver qu'il y a véritablement un besoin. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans ces erreurs-là. Concrètement, pareil que Thomas et Arthur sur leur business de start-up à l'époque, c'était également des business B2C, je me souviens plus précisément, mais on était sur des apps d'événementiel. En fait,
je pense les business les plus compliqués potentiellement. Essayer de se lancer dans l'entrepreneuriat en commençant par ça sans expérience, c'était très ambitieux. Et donc en fait, on s'est dit si on crée Cube, on ne crée pas Cube si on ne vend pas une première prestation. Donc c'est pour ça que cette première prestation, c'est une vraie anecdote pour nous, parce que on a créé la boîte le jour où on a facturé la première prestation d'un panier moyen de 30 000 euros à peu près, où en fait c'est la première fois qu'on faisait vraiment du chiffre d'affaires sur une mission en plus qui était assez courte, de 2 mois et demi. Donc on était vraiment sur exactement la proposition de valeur, parce que ce client-là, il avait des propositions à 150 000 euros, entre 110 et 150 000 euros pour faire la même application qu'on a réussi à lui sortir pour 30 000, où nous c'était un super panier moyen pour se lancer. Pour le client, c'était beaucoup plus bas que ce que le marché lui proposait sur le développement traditionnel, et ça a permis de créer Cube en même temps. Donc il y avait pas mal de choses qui ont donné beaucoup d'espoir sur ce concept et cette méthode quand on s'est lancé. Et du coup, sur la première presta, toi, tu mettais un petit peu les mains dans le cambouis ou Alors non, moi je suis un peu l'escroc des trois qui a jamais mis les mains dans. Alors j'ai mis les mains dans le no-code très tard, moi. Je l'ai mis plutôt il y a 1 an et demi, surtout sur des outils métiers type Airtable pour pouvoir optimiser l'ensemble du process de la boîte, mais en interne, pas pour les clients. Nous on a vendu majoritairement du Bubble, qui est un outil no-code full stack qui permet de développer des applications et sites web depuis 4 ans. C'est majoritairement ce qu'on fait, c'est là où est notre grosse expertise. C'est Arthur qui était pionnier sur le sujet et qui est aujourd'hui un des meilleurs bubbleurs au monde, voire peut-être le meilleur avec 2 ou 3 autres profils, parce que voilà, il y a une vraie expérience, il y a un vrai recul sur le sujet. Mais moi j'ai jamais mis les mains dans Bubble. Je sais exactement, je vois très bien comment ça fonctionne, mais j'ai jamais bidouillé pour le client. Exactement, j'ai pas fait de run sur cette partie-là. Et alors du coup, Bubble, pour expliquer, par exemple, si demain j'ai une application, ça va me permettre de la lancer, de créer mon app sans passer par un développeur qui pourrait me coûter beaucoup plus cher. Alors en fait, c'est plus globalement, Bubble fait partie. Aujourd'hui, il y a plus de 900 outils no-code référencés. Et t'en as un qui naît et qui meurt tous les jours. Tu vois, la différence de l'époque des CMS il y a 10 ans où il y avait un Drupal, il y avait des outils bien identifiés, où tu en avais 3 ou 4 vraiment très puissants. Là, aujourd'hui, pour s'y retrouver, c'est vraiment compliqué. Et donc, savoir utiliser quel outil pour quel besoin, dans quel contexte, avec quelles équipes, avec quel niveau de compétence. Tu as des outils no-code qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres à maîtriser. Typiquement, Bubble n'est pas un outil qui est facile à prendre en main. Et ça, je pense qu'il faut aussi déconstruire le mythe du côté no-code, baguette magique, j'y vais, tout est facile, etc. Oui, la courbe d'apprentissage est moins grande que pour apprendre React ou aller sur du développement tradi, mais il y a une vraie courbe d'apprentissage. Et il faut passer en fait par ces étapes-là. Ce qui est bien avec ces technos et Bubble en particulier, c'est que tu as un effet waouh très rapide. Au début, tu arrives vite à faire ton premier formulaire qui t'amène à une map où tu vois en fait l'interface qui commence à prendre vie en quelques jours, et où tu te dis, oh là là, ça y est, j'ai des super pouvoirs, ça va être trop bien, etc. Mais rapidement, en fait, tu vas taper un peu le plafond de la compétence qui t'oblige à savoir monter des bases de données, comprendre les interactions entre le front et le back, maîtriser les API, enfin vraiment rentrer dans des notions beaucoup plus fondamentales qui sont dans le no-code et le développement traditionnel pour te permettre de vraiment scaler des apps et faire en sorte qu'elles soient le plus robustes possible. Et donc du coup, Bubble en particulier coche beaucoup de cases te permettant de lancer beaucoup plus facilement ton business, ta plateforme quelle qu'elle soit, soit en le faisant par toi-même et en apprenant justement à maîtriser la techno, soit en travaillant avec des développeurs, je dis vraiment des développeurs bubbleurs, quoi, vraiment on parle aussi de développeurs pour du no-code, et c'est un des outils les plus permissifs et les plus complets. C'est pour ça qu'on parle d'outils full stack. Et alors tu parlais de scale-up, de start-up, même de grands groupes. Il y a des grands groupes qui utilisent le no-code ? Ouais, totalement. Bah nous, on a beaucoup de clients grands comptes, du Noroto, du Cemex, enfin voilà, quand même des jolis bébés qui vont chercher, qui sont en train d'évoluer complètement en fait dans leur approche et dans leur vision du no-code. On voit de plus en plus d'appels d'offres où ils veulent du no-code. C'est écrit textuellement, on veut pas d'autres tactiques, on veut du no-code, parfois pour les mauvaises raisons. Tu sens que aussi
les équipes justement des grands comptes ne placent pas le no-code au bon endroit en fonction de leurs besoins et sont en train de voir où le no-code peut s'appliquer. Et quand je dis le no-code, c'est une grande famille d'outils. En fait, c'est tous les outils qui peuvent adresser des propositions de valeur comme de la petite innovation, du petit POC, jusqu'à des applications et plateformes métiers, core business. Mais en tout cas, autant il y a 4 ans, tu parlais de no-code dans les entreprises et face aux équipes métiers, tout le monde te regardait comme ça, ça existait, hein, mais c'était vraiment quelque chose que seulement les DSI avaient en tête. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de trouver des équipes métiers qui peuvent penser au no-code pour développer leur projet. Et alors ces grands groupes, pourquoi ils font appel au no-code? Parce que c'est plus rapide, plus simple à mettre en place? Alors en fait, pour se donner un peu une idée, en fonction des outils que tu utilises, mais tu peux faire 90% de tout ce que tu faisais en code tradi sur le web en 10% du temps. Voilà, c'est un peu cette stat-là qui ressort. Soit avec un outil full stack, comme Bubble, où tu vas pouvoir faire les aspects front, back, base de données, soit avec plusieurs outils no-code, outils no-code que pour du front, WeWeb typiquement, Softer, des outils no-code que pour du back, Airtable, Baserow, des outils qui sont simplement des connecteurs, en fait un peu des API paramétrables comme du N8N, du Zapier, du Make, et où en fait tu peux construire pour ton client et pour même toi dans tes projets au quotidien une approche modulaire. On parle d'approche modulaire où tu vas avoir plusieurs outils, une chaîne d'outils qui et source d'opportunités, parce que ça te permet potentiellement d'en remplacer un par un autre, etc., mais aussi de contraintes, parce que clairement il faut faire en sorte que toute la chaîne reste la plus compliant et la plus robuste possible, et pas que tu aies un problème à un moment dans la chaîne qui te mette qui mette toute la chaîne en difficulté à cause d'un outil en particulier. Donc aujourd'hui il y a de quoi faire, et c'est pour ça que je pense que c'est compliqué pour les DSI et pour les métiers de savoir quoi utiliser pour quel besoin, mais tu sens une grande curiosité, vraiment une nécessité de mettre les outils no-code dans le benchmark. Tu vois, ils sont vraiment à cette étape-là, mais il n'y a pas encore peut-être un vrai recul, et c'est à ça que servent les boîtes de services, d'essayer d'aiguiller justement sur le bon usage et le bon outil. Et alors comment ça se passe si par exemple demain, moi je veux lancer mon application, je vais voir Cube, ouais. Le process c'est... Alors nous vraiment on est spécialisé côté agence sur le lancement de projet. Vraiment on est en train de construire un peu une digital factory où on n'est pas sur des projets comme si je puis dire core business avec des grosses infrastructures. On est vraiment sur la partie innovation où en effet voilà exactement comme ça, j'ai un projet, je veux pouvoir lancer mon application, j'ai pas forcément de cahier des charges où il est aujourd'hui très hypothétique, il y a pas mal d'hypothèses, on est dans l'innovation donc forcément t'as déjà eu des projets comme ça où le client arrivait, il te dit je veux faire cette app, par contre je sais pas forcément. Alors, au tout début, oui, on n'avait pas du tout de cahier des charges. Aujourd'hui, il y a quand même des cahiers des charges. Mais quand je dis pas de cahier des charges, c'est souvent des documents qui sont quand même assez costauds, mais où il y a pas le niveau de précision qui permet d'être en cycle en V parfait, qui oblige d'être en agile et surtout qui est dans l'état d'esprit de l'innovation. C'est-à-dire qu'on va découvrir des choses et là où le no-code est puissant. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais, les grands comptes savent pas forcément où placer le no-code sur quel besoin. Le no-code, comme des outils comme Bubble, est extrêmement utile et pertinent et cohérent sur des approches d'innovation et de lancement de projet. Parce qu'en fait, ça vient renforcer complètement la méthode agile. T'es pas dans un cycle en V, t'es en capacité de modifier ta base de données, ton front, ton back assez rapidement, et justement être le plus flexible possible jusqu'à arriver à ton product market fit qui a été éprouvé par les premiers tests, par les premiers mois d'activité, et où en fait tu as dérisqué complètement ton lancement de projet, vraiment toute cette phase qui est très risquée, très chronophage, très coûteuse, et où en fait il y a beaucoup de gens qui se découragent avant même de commencer en se disant j'ai pas de CTO, je suis pas tech, il va falloir que je lève 150 000 balles si je veux faire mon premier MVP, j'ai 8 mois pour pas crever. Non, avec le no-code et Bubble en particulier, en se formant un tout petit peu ou en trouvant des bubblers sur le sujet, en 3-4 mois, tu peux vite être fixé sur ta proposition de valeur. Et c'est là où c'est très pertinent, très cohérent. Et aujourd'hui, vous, les projets que vous réalisez chez Cube, c'est quoi? C'est plutôt un mec qui veut lancer son app, un POC?
Bah alors, nous, notre clientèle a pas mal évolué. Au début, c'était vraiment très, très, très start-up, presque 100%. Petite start-up, vraiment souvent des profils qui viennent d'être incubés, qui sont à la station F, qui ont besoin d'aller vite sur leur MVP, prouver des choses à leurs investisseurs ou même à eux-mêmes, hein, clairement dans leur lancement. Aujourd'hui, on a plus trop, voire plus du tout cette catégorie-là de clients. On a dans la partie startup, on a que des scale-up, donc celles qui sont passées par une série A au minimum, qui ont levé vraiment entre 1 million et 10 millions et qui ont une logique d'innovation où le no-code est bien intégré et veulent utiliser du Bubble ou des outils équivalents pour déployer justement leur innovation technique et tester des choses pour ensuite les scaler. Et ensuite, on a le grand compte qui vient nous voir avec une volonté de lancer plusieurs projets. Donc là, on n'est pas sur une seule application, on va être sur la direction innovation du groupe X qui veut lancer une dizaine, quinzaine d'applications sur un an. Et en fait, c'est des formats vraiment où on va être dans des logiques d'innovation, où il y a un début, il y a une fin. Il n'y a pas forcément le projet qui va donner suite après, mais on a prouvé des choses. Voilà, c'est ça la typologie du besoin et des demandes. Donc, scale-up et grande entreprise sur vraiment de l'innovation, lancement de projet, vraiment ce qu'on pourrait appeler une digital factory. Et sur l'agence, comment vous avez fait pour en quelques années vous placer un petit peu comme les leaders? Tu parlais sur le no-code, sur Bubble. C'est quoi la proposition de valeur aujourd'hui de Cube qui vous différencie des autres? Alors, nous, on est passé par pas mal d'étapes parce que aussi on a un peu évolué par rapport à l'état du marché. Hein. Il y a 4 ans, c'était un no man's land. Là, aujourd'hui, c'est très structuré. Quand on voit le No-Code Summit, 2500 personnes sur 2 jours avec des centaines, j'ai même pas des dizaines, des centaines d'éditeurs présents, exposants ou pas exposants. Enfin, il y a vraiment une diversification du marché, une structuration du marché où il y a des agences qui sont nées, des organismes de formation qui sont nés, des éditeurs qui sont nés, des freelances qui travaillent que dans le no-code aujourd'hui, fait que nous on a observé en fait cette création de marché. Au début on était très Bubble lancement de projet et en fait au fil des années, même si on a essayé d'autres positionnements, à essayer de voir si on pouvait avoir une approche modulaire, à maîtriser un peu tous les outils entre guillemets, aujourd'hui on en revient et on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire du Bubble de qualité, vraie grosse expertise sur le sujet qui nous paraît être demain l'outil d'innovation par excellence. Demain, c'est quand? C'est d'ici 1 an, 2 ans, on verra, parce que Bubble aujourd'hui a une très grande ambition sur l'aspect enterprise et sur toute la stratégie enterprise, mais ils ont quand même plus une présence américaine que européenne. Et heureusement, un des 2 cofondateurs, Emmanuel, est français, donc permet d'avoir un lien de proximité. Mais nous, clairement aujourd'hui, on veut enfoncer le clou sur cette proposition de valeur-là, c'est-à-dire une expertise technique bien précise sur Bubble et les outils connexes qui peuvent évidemment travailler avec cette techno sur du lancement de projet, de l'innovation, afin d'accompagner scale-up et grandes entreprises dans leur lancement de projet. Ok, t'as dit 2 choses intéressantes. Tu parlais des freelances et du SFPN, ouais. Du No-Code Summit. Tu peux expliquer ce que c'est le c'est vrai que Summit. tout à l'heure, quand je me suis présenté, j'ai oublié ma 3e casquette associative. Trop de casquettes, Pierre. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai aussi la chance du coup d'être président du syndicat français des professionnels du no-code, qui est un jeune syndicat qui a 2 ans, qui compte 46 adhérents, qui est structuré avec tous les métiers qu'on peut retrouver dans le no-code, agences, freelance, organismes de formation et éditeurs no-code, plus un collège international pour pouvoir ouvrir la porte justement aux acteurs étrangers qui ont une grande activité en France, typiquement Baserow, sont belges ou d'Amsterdam, j'ai un petit doute, mais du coup ils ont une grande activité en France et on avait envie de pouvoir faire en sorte que le mouvement soit une initiative française mais que ce soit porté sur l'international. Et donc aussi pour traduire cette ambition-là, on a organisé le No-Code Summit l'année dernière, qui était la grande messe du no-code, qui n'avait aucun précédent dans le monde. La première édition, on a regroupé 1200 personnes. On a réitéré ça cette année à Station F avec encore plus d'ambition et le pari a été réussi, même si ça a été très chaud jusqu'au bout parce que le syndicat est jeune, on avait peu de moyens, mais une énergie débordante. Donc on a réussi à faire ce qu'on voulait. On a doublé tous les KPI. On a vraiment plus de 2500 personnes, il y avait 160 exposants, plus de 100 confs, presque 50 nationalités. Ça a été un moment vraiment très enrichissant de partage
et qui permet au SFPN justement de continuer ses activités et de rester l'organisateur du coup de ce sommet. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Donc du coup, c'est le plus gros événement du monde de no code en France. Exactement. Voilà. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir se dire ça, parce qu'il y a beaucoup d'événements no code qui sont organisés dans le monde, mais qui sont souvent brandés sur, en gros, c'est l'événement de l'éditeur, la WebflowConf, la BubbleCon, tu vois, c'est toujours lié à un acteur. Là, le No Code Summit est organisé par un syndicat, donc une association, donc à but non lucratif, c'est-à-dire que vraiment il y aura pas des intérêts privés qui vont être mis dans la balance. Donc ça permet en fait d'être très fédérateur, et c'est la principale mission du syndicat, fédérer les acteurs, low code, no code, comme de la manière des collèges que j'ai défini tout à l'heure, afin d'avoir le plus d'acteurs possible et créer des synergies entre eux, des opportunités business directes ou indirectes, parce qu'il faut se parler. Les agences parlent avec les éditeurs, qui parlent avec les organismes de formation, qui parlent avec les freelances, et tous ces acteurs-là ont des clients. Mon client aujourd'hui est ton client de demain. Enfin, vraiment, cette logique est vraie et vérifiable. Donc, en fait, on crée du business en faisant ça, et via des grosses actions de communication comme le No Code Summit, ça permet de renforcer le mouvement et lui donner une vraie ambition professionnelle. Ouais. Et il y avait une très grosse line-up. Hein. Je voyais, il y avait tous les cofondateurs de tous les plus gros outils no code. Ouais. Complètement. Bah ça c'est aussi alors j'espère qu'on arrivera à garder un peu cette ambiance là, mais ce côté assez familial du No Code Summit, malgré le fait qu'on soit à Station F là et que ça a été plus grand, il était très facile de pouvoir croiser Emmanuel de Bubble, Fabian de Make, qui sont des entrepreneurs un peu superstars dans le no code, et d'avoir un échange vraiment facile avec eux, de garder en fait parce que dans le no code, surtout dans le no code français, il y a un côté je sais pas pourquoi, il y a vraiment un côté familial, un côté tout le monde se connaît. Après la niche est pas très grande non plus au niveau d'acteurs, mais il y a quelque chose qu'on est en train de construire le marché tous ensemble. C'est pour ça que moi je suis pas trop dans les logiques où j'aurais peur de concurrence, où nous on voit dans le syndicat là tout le bureau, il y a que des agences, majoritairement des agences, parce qu'on a majoritairement des agences dans le syndicat, qui pourraient être associées à de la concurrence. On travaille ensemble toutes les semaines, parce que on sait que la révolution elle est tellement énorme et elle va toucher toutes les entreprises que en fait c'est un terrain de jeu qui est immense. Et donc aujourd'hui on est plus dans l'étape d'évangélisation, de sensibilisation, où il faut être ensemble pour porter des messages forts, et où le gâteau est suffisamment grand pour être partagé, clairement. Et d'ailleurs tu parles de gâteau qui est suffisamment grand, assez grand même pour lancer du coup une formation. Oui. Alors sur l'école, tu veux dire, sur la partie. Alors nous, la formation, ça nous a toujours gratté depuis toujours. On a toujours voulu y aller, mais c'était plutôt pas le bon moment. Donc on a préféré bien connaître notre sujet, passer les 3 ans de l'agence, vivre beaucoup d'expérience avec nos clients, traiter des cas d'usage. On a fait plus de 250 projets sur les 3 premières années. Là aujourd'hui, on les compte même plus tellement il y en a, qui permet de vraiment se confronter au périmètre aussi du no-code, jusqu'où est-ce qu'on peut former les gens pour faire quel type de besoin. Et donc ça, il fallait un peu de recul quand même pour le faire, et on s'est senti prêt l'année dernière à nous diversifier, lancer notre école avec vraiment la vision de permettre aux gens de rentrer dans la tech via la porte du no-code. Et quand je dis aux gens, c'est principalement les entrepreneurs, les profils métiers, tous ceux qui n'ont pas un background technique et qui, du coup, on le disait tout à l'heure, peuvent ne pas aller dans la tech pour des mauvaises raisons. Que le no-code aujourd'hui permet si c'est pas effacer, au moins réduire. C'est-à-dire que c'est accessible, c'est plus accessible. C'est pas évident, mais c'est plus accessible, donc la tech n'est plus réservée aux tech, si je puis dire. On s'est lancé avec une grande ambition, avec une méthodologie bootcamp, des formats courts, intenses, sur 2 pans, vraiment pour le coup toutes nos formules distancielles sont vraiment axées sur la compétence, faire monter en compétence, et le format présentiel plus sur la partie métier, les nouveaux métiers du no-code.
Pour faire une analogie sur nos bootcamps distanciels, t'as envie d'apprendre l'anglais parce que t'en as besoin tous les jours, mais c'est pas pour autant que t'as envie de devenir prof d'anglais. Tu vas être sales, tu vas être RH, marketing et tout, mais t'as besoin de parler anglais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ben là, le no-code c'est pareil. J'ai besoin de comprendre ce qu'est une interface, ce qu'est une base de données, potentiellement mettre les mains dedans, être dans une moins grande asymétrie d'informations avec les SI, avec justement des gens que je côtoie tous les jours et que j'ai plus l'impression d'embêter qu'autre chose à leur demander des trucs que je pourrais faire moi-même. Voilà, faire en sorte que toute cette population-là soit dans la tech via le no-code. Et plus sur la partie présentielle, là on travaille un métier qui nous paraît vraiment émergent et qui devient une réalité, qui est le product builder. Aujourd'hui, le product builder, il est à la croisée entre tous les métiers product et les métiers tech. C'est vraiment le point de jonction de communication entre les métiers et la tech, parce qu'il ne fait pas que communiquer, il va également implémenter des solutions. On a le meilleur exemple, je pense, c'est GoJob, qui est une super boîte d'intérim, donc pas du tout le no-code, mais qui a une culture de fou furieux en no-code. Ils ont tout un département avec des gens qui font que du no-code tous les jours, et ils ont des équipes plus tech, du coup de développement traditionnel en parallèle, et ils se répartissent les sujets justement en fonction des besoins métiers, et ce job de product builder est vraiment en train d'émerger, même s'il existe depuis quelques temps. Si je dis pas de bêtises, c'est Payfit qui a vraiment estampillé product builder pour la première fois il y a longtemps, il y a 5-6 ans peut-être, où en gros c'est ce métier qui commençait à émerger chez eux, parce que eux ils ont développé leur propre outil no-code en interne, Payfit. Donc après forcément ceux qui travaillaient sur cet outil étaient au croisement entre les métiers et la tech, ça a été les premiers product builders. Et très concrètement, qu'est-ce que je suis capable de faire justement après le bootcamp? Alors, en termes de compétences, beaucoup de choses. Le bootcamp, il va faire en sorte de traiter des notions fondamentales. On va pas être sur le bootcamp présentiel, on va pas être sur une approche technique des outils. On ne veut pas former à un outil en particulier. On veut utiliser des outils no-code pour traiter des notions fondamentales. Typiquement, comment construire une base de données, qu'elle soit un CRM, qu'elle soit ce type de use case, tout type de base de données. Comment construire un front, comment construire un back, comment faire en sorte que l'ensemble ait du sens dans un lancement de projet. Et là, on va utiliser des outils no-code en face de l'ensemble de ces notions-là, en face de la base de données Airtable, en face de l'application Bubble, en face de tout ce qui va être connecteur et en API entre guillemets du Make, faire en sorte de prendre les outils les plus puissants selon nous et les plus permissifs qui permettent de bien comprendre ces notions-là et de facilement après le bootcamp passer sur d'autres outils potentiellement. Si tu as appris à comprendre ce qu'était une base de données avec Airtable, tu peux très bien travailler avec Base.ro dans un deuxième temps, il y a aucun problème pour ça. Bubble c'est pareil, tu peux passer sur d'autres outils, et donc on leur permet de vraiment appréhender ça. Et après, sur nos bootcamps distanciels, eux, ils sont plus professionnalisants, ils sont plus sur la compétence. J'ai envie de me former à faire des applications en particulier. Et là, clairement, on va former sur Bubble uniquement pour pouvoir développer des applications, tandis que l'autre distanciel qu'on a est plus orienté Ops, donc comprendre les automatisations, l'optimisation de process. Et donc là, il y aura du Airtable et du Make. Voilà, on sépare les blocs de compétences. Et alors, si moi j'ai jamais fait de no-code, que je suis pas dans la tech, je travaille dans les ads, est-ce que le bootcamp est pour moi ou ça va être quand même compliqué? Tout dépend de ton besoin. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent aujourd'hui, ou est-ce que tu es suffisamment entre guillemets dans la tech déjà pour pouvoir en autodidacte te mettre au no-code. Si demain tu ressens en interne ton cas en particulier, que tu perds du temps sur certains process, qu'il y a beaucoup de tâches manuelles que tu fais encore, là il y a potentiellement une grande valeur à se former sur toute la partie ops et optimisation de process, notamment sur Airtable, pour monter en fait un peu ton ERP maison sans passer par un SaaS sur étagère, sauf si ce SaaS fait l'affaire. Tu vois, encore une fois, c'est toujours, il faut pas jeter les SaaS à la poubelle, il faut se dire c'est quoi mon besoin. Mais aujourd'hui, tu es un entrepreneur, tu vois bien, il y a plein de trucs que tu fais manuellement encore où tu pourrais gagner du temps. Là, oui, il y a une pertinence, en effet. T'as un exemple d'automatisation avec Airtable? Je sais qu'on peut faire plein de choses, même j'en découvre encore.
Un truc simple. Eh ben typiquement, on peut prendre le cas de notre organisme de formation. Nous, on a créé tout un ERP pour gérer toute la vie étudiante et des profs qui commencent à avoir une sacrée taille, tous les dossiers de financement. Enfin vraiment, on est en train de renforcer, on rajoute couche sur couche pour pouvoir avoir la meilleure optimisation de la donnée et de ne surtout pas dupliquer dans des outils différents. Et concrètement, tu peux monter des automatisations où à partir du moment où l'étudiant rentre en formation avec un statut qu'il considère en formation, il y a une chaîne de mails qui va partir pour lui envoyer les dates de soutenance, pour lui envoyer le programme, lui envoyer également des CTA où s'il prend certaines soutenances, ça va créer d'autres automatisations. Et en fait, tu fais toute une chaîne comme ça où l'humain disparaît parce que tout ça est facile à automatiser et tu peux gagner beaucoup de temps et éviter d'avoir à confier ça à des gens parce que c'est des tâches qui ont très peu de valeur à ajouter. Et les élèves qui viennent au bootcamp, ils viennent pour gagner du temps dans leur projet perso, pour rejoindre une startup dans la tech. C'est quoi l'objectif ? Alors justement, du coup sur le présentiel, on a pas mal de personas. On est aussi en train de pas mal travailler notre produit sur cette partie-là. On a quand même trois personas, mais deux en majorité. Beaucoup d'entrepreneurs qui viennent chercher une boîte à outils, qui ont besoin justement d'être meilleurs dans l'optimisation, qui demain ont besoin de lancer une application pour leur propre business et donc ils veulent être au fait, ils veulent réduire la symétrie d'information. Ça c'est vraiment important parce que le chef d'entreprise par définition il doit être partout et doit comprendre ce qui se passe. Donc s'il travaille avec des techs, qui soient no codeurs ou pas, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils font pour pouvoir être précis dans ce qu'ils leur demandent et maîtriser leur roadmap. Donc là il y a vraiment une grosse boîte à outils à aller chercher pour les entrepreneurs. Beaucoup de profils métiers qui viennent chercher de la compétence, un peu comme l'analogie avec l'anglais que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sentent que dans leur organisation c'est en train de bouger hyper vite, l'IA, le no-code, qu'ils sont potentiellement en train de passer à côté du train et de pas comprendre ce qui se passe et donc ils ont envie de se mettre vraiment au niveau, pas forcément pour devenir un professionnel du no-code, mais plus pour être en capacité d'avoir cette compétence de plus, cette corde à leur arc. Et le troisième, c'est vraiment des profils qui veulent devenir freelance, qui veulent faire du service dans le no-code. Donc c'est des profils de reconversion, donc entrepreneurs aussi, mais qui ne savent pas forcément s'ils vont se spécialiser sur des ops, sur de l'innovation, et ils viennent chercher dans le bootcamp présentiel une sensibilité en fait à certains outils, certains use cases, avant de se spécialiser dans un deuxième temps. Ouais, c'est hyper intéressant le côté freelance parce que moi du coup je suis freelance et ça me parle. Je sais que sur Malte, il y a beaucoup de no-codeurs. Ouais. Aujourd'hui, après le bootcamp, qu'est-ce qu'on peut espérer faire en termes de stack technique? Qu'est-ce qu'il peut vendre à ses clients? Alors, déjà, nous, dans tous les bootcamps qu'on a lancés cette année, on a eu un bon tiers à chaque fois qui a fini freelance et qui a commencé à faire des missions sur Malte. Alors évidemment pas avec des TJM à 600, il faut pas, ça aussi, il faut se calmer sur ce genre de choses parce que quand on est junior, on a forcément des TJM de junior. Ça veut pas dire qu'on peut pas aller vendre autre chose, c'est-à-dire une compétence métier du conseil, mais à un moment donné sur la partie technique, il faut aussi laisser le temps faire. Bien sûr, si voilà. T'as pas 5 ans d'expérience, tu vas pas, voilà. Voilà. Après, en 2-3 ans, quand même moyen d'accumuler un gros XP sur le no-code et c'est là où tes TJM après évoluent et le marché et sur ça rééquilibre un peu les choses. Mais nous, au niveau du bootcamp présentiel, en sortant, tu vas pouvoir te spécialiser sur du Bubble, sur du Airtable, sur du Make. Vraiment, c'est pourquoi on a pris ces trois outils-là parce que ils couvrent en fait tous les use cases ou presque. Vraiment, Airtable, tout ce qui va être structuration de données, outils internes principalement, et ils sont en train d'être très très pushy là sur la partie interface. Ils permettent de créer des interfaces de fou furieux maintenant, très no-code, mais où tu gagnes un temps mais considérable dans toutes tes tâches au quotidien sans avoir à rentrer dans la base de données du coup qui peut être un petit peu plus compliqué d'approche. Make, équivalent Zapier pour faire des automatisations, des scénarios d'automatisation pour envoyer de la donnée, aller en chercher et où on est un peu tout le temps dans les mêmes façons de fonctionner. On a pris Make parce que c'est l'outil le plus tech d'automatisation, donc si tu arrives à bien maîtriser Make, tu iras plus facilement sur les autres, et Bubble pour l'innovation et l'applicatif parce que encore une fois Bubble c'est de la programmation visuelle qui est pas évidente, qui demande une bonne des compétences pour. En fait, Bubble est hyper permissif. C'est-à-dire qu'il te permet de faire de la merde. Alors que tu as plein d'outils no-code qui te permettent pas.
et de sortir de la route. En gros, tu vas être frustré parce que tu peux pas faire certains trucs, mais ce que tu feras sera bien. Alors après, la base de données, faut pas la monter à l'envers non plus, etc. Mais sur les interfaces, sur l'aspect responsive, tout va rentrer dans les cases parce que l'interface te permet pas de créer des applications qui ont pas de sens. Alors que sur Bubble, si tu as envie de créer quelque chose de complètement exotique avec un front qui n'a aucun sens, c'est possible. Ça va pas marcher, ça va bugger. Et donc, souvent, Bubble est critiqué en disant c'est lent, c'est pas forcément l'outil le plus puissant que j'ai vu parce que c'est mal monté en fait. Et c'est parce que les développeurs, les développeurs qui travaillent sur Bubble n'ont pas le recul, la compétence suffisante pour faire des apps optimisées et faire des apps qui tournent avec vraiment des niveaux, des niveaux de qualité très importants. Donc voilà. Et encore une fois, sur Bubble, se former à Bubble pour aller plus facilement vers d'autres outils no-code aussi. C'est vraiment notre vision. Et alors, la journée type, si je vais dans votre bootcamp, qu'est-ce que c'est? Alors, tout dépend le bootcamp que tu vas choisir déjà. Si tu prends le présentiel, il y a vraiment une expérience du bootcamp présentiel. Et nous, sur ça, on a vraiment voulu insister pour que les apprenants ils puissent être dans un endroit qui soit le plus agréable possible au niveau du campus, qu'on puisse avoir l'agence juste à côté, donc une proximité aussi avec la réalité du métier une fois que tu sors donc du bootcamp. Donc les étudiants aujourd'hui sur le présentiel ont la formule actuelle pédagogiquement, c'est le matin vraiment des cours intensifs avec le prof et l'après-midi plus de la mise en pratique avec des office hours et faire en sorte de mettre les mains vraiment dans le cambouis, pas avoir que de la théorie, beaucoup de pratique, on est vraiment sur 50% théorie pratique, ça pendant 8 semaines. Aujourd'hui, c'est notre bootcamp principal, 8 semaines vraiment intensifs, des modules de 2 semaines à chaque fois, 2 semaines base de données, 2 semaines produits, 2 semaines applicatifs et donc ça permet d'y aller progressivement avec un rythme assez soutenu quand même. Et sur les distanciels, aujourd'hui, notre formule, c'est vraiment, ça s'adresse plus aux actifs, c'est-à-dire qui n'ont pas le temps la journée, où on ouvre des créneaux, du coup, le lundi soir et le mercredi soir, de 18h30 à 21h, en visioconférence, avec des profs qui sont vraiment présents, mais en visio, ce qui permet aussi de ne pas être qu'à Paris. Et donc, on a des étudiants qui viennent de toute la France, même de l'île Maurice. Enfin, on a déjà eu ça, là, en septembre. Et donc là, on est plus sur de la synchrone. On est sur une intensité qui est un peu moins importante, parce que aussi ce sont des profils qui ont des journées de cadre quoi, donc c'est plus adapté à leur rythme. Ok. Et il y a aussi un démo day. Oui, exactement. Toujours à la fin. Ouais. À la fin, on est sur vraiment la démonstration de ce qui a été fait pendant le bootcamp, toujours dans cette logique où on veut que ça soit du concret, très orienté entreprise et les pousser à faire quelque chose à la sortie pour leur montrer aussi qu'en peu de temps ils arrivent à développer une plateforme, une interface, une structure de données et où on va vérifier l'ensemble des compétences qui auront été acquises pendant le bootcamp. T'as des exemples de projets pour le Demo Day qui sont sympas? Oui, alors on l'a typiquement avant-hier j'étais en Demo Day, donc on a eu pas mal de cas. On a typiquement la mise en place de tout un outil de gestion de projet. On parlait de CRM tout à l'heure. Là, sur Airtable, il fallait mettre en place un outil de gestion de projet avec les temporalités projet, quels profils vont intervenir sur quel projet. Donc, une dizaine de tables qui clairement traitent des données spécifiques. Beaucoup d'automatisation pour envoyer des mails aux clients en fonction de l'état d'avancement du projet. Donc, ça, c'est un exemple très concret. On avait une application de traitement des déchets où en gros clairement il y avait un recueil d'informations et ensuite une gestion B2B directement avec l'équipe en interne. Enfin, pour le coup, on a vu des MVP, parce que là, on est vraiment sur une étape de MVP, quand même assez mature par rapport au temps qu'ils avaient, c'est à peine 2 semaines pour préparer le cas, qui est assez impressionnant. Et en fait, ça les prépare, ça rend leur profil vraiment des potentiels en devenir, une vraie puissance à la fin du bootcamp pour les futurs employeurs demain, qui aussi ont des difficultés pour recruter aujourd'hui. Sur Malte, comme tu le disais tout à l'heure, le fait qu'il manque beaucoup de certifications et tous les éditeurs sont en train de s'y mettre, on voit des certifications Make, des certifications Bubble pour essayer un petit peu de cranter et de dire voilà, ce type de profil à ce niveau-là selon l'éditeur, ça c'est très récent, c'est à peine cette année. Avant ça, et même encore aujourd'hui, les employeurs pour pouvoir dire ce profil est compétent, junior, confirmé, senior, donc ce niveau de salaire et puis surtout qu'est-ce qu'il a
vraiment fait dans le no-code à mon arrivée, c'était très très compliqué de recruter. Ça l'est encore. Donc le fait d'être passé par un bootcamp Cube, pionnier depuis 2019, il y a d'autres écoles qui existent mais qui permettent de se dire bon bah voilà, ce profil n'a pas évolué en autodidacte complet comme tous les profils dans le code depuis il y a 3 ans. Il est passé par une formation avec des acteurs qui sont connus et qui ont une autorité sur le marché. Donc ça permet de sécuriser un peu plus les recrutements. Et là aujourd'hui le marché du no-code, que ce soit en service ou si je me lance en freelance, comment il se porte? Alors le marché de la tech en général fait un peu la tronche cette année, pas que dans le no-code. On voit qu'il y a quand même beaucoup moins, il y a de plus en plus justement de gens sur le marché et un peu moins de demandes. On sent que les budgets ils sont pas complètement débridés là sur 2023, mais ça c'est partout. Par rapport à l'année dernière? Oui, par rapport à l'année dernière. Enfin c'est un peu ça. Je pense que l'inflation a dû jouer aussi parce que les salaires ont pas pu être augmentés n'ont pas pu suivre l'inflation, donc les budgets forcément des boîtes ont été resserrés. C'est structurel quoi. Tu vois, tout le monde le ressent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que malgré ça, il y a parce que c'est cyclique, hein, ça. Ce qui, par contre, n'est pas cyclique, c'est la croissance du nombre d'acteurs. Et qui dit croissance du nombre d'acteurs dit qu'il y a également une croissance de la clientèle. Aujourd'hui, c'est difficile de sortir des chiffres à part Gartner et Forrester qui travaillent sur le sujet depuis 3 ans et c'est ce à quoi sert le SFPN, notamment l'année prochaine, d'aller chercher des études qui permettent de un peu donner plus d'éléments tangibles sur le marché du no-code. Mais ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est une augmentation du nombre d'acteurs vraiment très importante. Ils lèvent pas tous des fonds, donc ça prouve qu'il y a une vraie demande. En fait, on est en train de rentrer dans la partie plus la partie demande après les 5-6 années d'offres. Où on a des gros éditeurs qui ont levé des séries A, des séries B très importantes et où le marché commence à être acculturé et la demande commence à vraiment s'accélérer. Tu parlais de levée de fonds. Il me semble que vous avez levé. Ouais, on a levé pour lancer l'école. En fait, on était vraiment dans un dilemme. Tout est du temps. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter ce temps? On l'a acheté un peu entre guillemets. On a fait en sorte de pouvoir lancer l'école sans mettre en péril l'agence. Continuer à avoir notre groupe, la cohérence de groupe et notre expertise, notre autorité aujourd'hui vient de l'agence. Il faut que ça reste comme ça, sauf changement de bord parce que l'école aurait pris une dynamique différente. Mais aujourd'hui, on aime cette vision, on veut cette vision et donc lever des fonds, 2 millions du coup l'année dernière nous a permis de nous entourer, permis aussi de respirer sur le lancement de cette nouvelle activité. L'expérience de l'agence nous a montré qu'il fallait prendre son temps. Il fallait pas être trop pressé, il fallait être endurant pour relancer une boîte et l'argent permet une certaine endurance de faire des erreurs et qu'elles soient pas fatales aussi. Mais par contre, c'est pas du tout un gage de réussite sur le temps long. Il faut vraiment se réveiller et rester éveillé sur le fait que cette levée n'est qu'un moyen et qu'il faut qu'on trouve notre product market fit. On est en train de le trouver, on l'a trouvé sur certains de nos produits. Il faut réussir à voir comment est-ce que va justement évoluer le marché d'ici 10 ans sur le sujet. On pense vraiment que le product builder va devenir une nouvelle norme en termes de métier. Voilà, il y a beaucoup de choses à construire. Et on voit qu'il faut une endurance qui est importante. Bon, donc là, aujourd'hui, tu es CEO de Cube. Il y a le bootcamp, président du SFPN. Tu fais beaucoup de choses. Ouais. Il y a d'autres projets que tu as lancés tu comptes lancer? Non, pour le moment, non. On va essayer de rester sur ce trépied, vraiment. 24 heures dans une voilà, journée, exactement. Ouais. Et puis, à un moment donné, il faut rentrer chez soi. Mais non, là, c'est un trépied qui a beaucoup de sens pour moi. Franchement, pour le coup, j'ai toujours voulu être dans la partie sensibilisation de l'écosystème et le SFPN permet vraiment d'être à la hauteur de l'ambition qu'on veut mettre. Alors, c'est bénévole, c'est du temps, mais franchement, ça permet d'être connecté à tous les acteurs. De vraiment ressentir les frustrations des autres agences, les ambitions des autres écoles, les éditeurs aussi, d'avoir leur retour d'expérience sur l'état du marché. On a une vraie connexion qui permet de mûrir beaucoup plus vite sur cet écosystème plutôt que de rester seul dans son coin et de ne pas réussir à
à vraiment avoir une bonne connaissance de l'état en fait de l'écosystème. Donc ça c'est la partie bénévole, et après la partie agence et école est en plein boom, en plein développement. On est sur notre 5e année côté agence là l'année prochaine, première année côté école, tout reste à faire. Et le marché c'est le début quoi. En fait, c'est ça aussi qui est un peu drôle. Après toutes ces années-là, on pourrait se dire bon bah ça y est, c'est établi, ça va tourner. J'ai l'impression qu'on vient de finir l'intro là, tu vois. On attaque la thèse là. On attaque fort. Et alors du coup les objectifs pour Cube, qu'est-ce que c'est? Alors les objectifs pour Cube, c'est vraiment devenir demain l'acteur de référence sur le lancement de projets d'innovation no-code pour les scale-up grands comptes, avec une approche no-code pour le coup, pas une approche modulaire et avec Bubble en stack principal, justement pour pouvoir vraiment répondre à l'attente et la promesse de lancer des projets de manière efficace, rapide, flexible et sans tomber dans tous les méandres du code ou d'approches modulaires extrêmement coûteuses où on retrouve une rigidité de fou furieux en fait, et c'est pas du tout ce que le no-code doit apporter. Donc ça c'est sur la partie agence, et sur la partie école, devenir également la référence de la formation de professionnels du no-code sur des bootcamps intensifs et qui forment à des métiers et à des compétences. Donc avec des formats du coup qui s'adaptent à ces deux objectifs. Donc former les product builders de demain qui seront présents en entreprise, et former tous les autres profils métiers qui souhaitent, comme l'anglais, maîtriser la tech via nos bootcamps. Et toi, t'as des objectifs perso, Alors objectif perso, non. Là après, aujourd'hui, ma vie c'est le taf. Je pense que ça durera longtemps comme ça, mais il y a une vraie concentration sur la tâche à accomplir. Tu aimes ce que tu fais en plus, donc. Comment? Tu aimes ce que tu fais en plus. J'adore ce que je fais. C'est même plus que ça. C'est vraiment c'est pas simple tous les jours parce qu'on est sur un métier, sur un marché émergent. Il est pas établi, donc il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de tentatives. Il faut une endurance. On voit beaucoup d'agences qui sont mortes depuis 2-3 ans, des agences qui étaient pourtant assez costauds parce que elles ont pas réussi à trouver leur vrai marché, leur clientèle, leur proposition de valeur s'est essoufflée, les équipes sont potentiellement essoufflées. On sent qu'il faut être dans cette endurance, dans ce marathon si on veut vraiment avoir la première place à la fin. C'est notre objectif, vraiment être le leader sur la prestation no code en termes de service, mais aussi de formation d'ici 10 ans. Enfin, nous dans notre tête c'est très clair, mais pour ça il va falloir tenir et il va falloir du coup être concentré sur la tâche à accomplir. C'est pour ça qu'en termes perso, je ramène ça au boulot parce que aujourd'hui dans ma tête je suis en mission quoi, vraiment. Et par rapport à l'arrivée de l'IA, est-ce que tu as vu une différence sur le no-code? Alors l'IA a fait un peu un effet Pokémon Go, j'ai trouvé il y a quelques mois, pas du tout parce qu'il n'y a pas de suite possible. Il y a une révolution totale sur les prompts, enfin vraiment pour le coup, mais c'est plutôt dans l'usage. Dans l'usage, en fait, on a eu un effet waouh, Pokémon Go, un truc, c'est dingue, ça va tout changer, c'est fini, on va virer tout le monde, il y aura plus de dev, il y aura plus rien, etc., machin. Peut-être demain, parce qu'il faut arrêter de dire maintenant que ça arrivera pas, parce que après tu te fais contredire par l'histoire, Bill Gates le premier, bon voilà, il faut être très très humble. Mais je pense que l'IA tout seul, sans le no-code ou le développement traditionnel, mais le no-code en particulier, n'a pas beaucoup de portée. Avec le no-code, c'est puissance maximale. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas utiliser ChatGPT pour générer de la donnée, pour répondre clairement à une problématique X, si t'es pas en mesure de la structurer, d'automatiser cette donnée, de l'interfacer, tout ce pan applicatif d'automatisation avec du no-code ou framework équivalent au même développement traditionnel, ça sert à rien, entre guillemets. Il faut connecter tout ça. Et donc, ça rentre dans la chaîne de valeur. Je vais même être provocateur, je l'ai déjà dit 2-3 fois dans des papiers ou quoi, c'est limite, c'est un nouvel outil no-code, accessible au métier. Via un prompt, je vais automatiser un truc que je faisais tous les jours depuis des mois, mais une fois que je l'ai créé, il faut que je puisse l'interfacer, l'utiliser, le structurer, l'envoyer, et tous ces verbes d'action que je viens de citer, là, c'est du développement derrière. Donc oui, IA plus no-code, IA plus développement, grosse puissance. IA tout seul, je vois moins de cas d'usage à mon échelle. Voilà. Après, je suis pas un expert de l'ensemble des possibilités de l'IA, mais dans le web, si tu le couples pas avec du développement,
bon, ça, tu restes un peu sur l'effet waouh seulement, quoi. Et par rapport aux tendances, tu vois des nouvelles choses arriver sur le no-code ou des choses qui s'essoufflent un petit peu? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a de plus en plus d'outils. Je disais tout à l'heure, on a plus de 900 outils. Donc ça, il continue en fait à y avoir une hyper spécialisation des outils où les acteurs se disent bon bah je vais faire un outil back-end hyper puissant Xano typiquement. Je vais faire un outil front-end hyper puissant WeWeb, mais je fais que du front. D'autres qui essayent le full stack, mais c'est très compliqué parce que ça prend beaucoup de temps d'arriver à avoir un outil qui soit suffisamment permissif, mais no code aussi, sans tomber dans dans un CMS qui soit très compliqué à utiliser. Donc on voit en fait plein d'acteurs, plein d'éditeurs qui chaque année tentent le coup de communiquer sur leur proposition de valeur et montrer en quoi est-ce que leur outil est différent. Tu vois, typiquement Baezro, un peu leur énorme argument marketing, c'est que c'est un Airtable open source. Ils ont refait Airtable, mais en open source. Bon, bah super, ça répond à un besoin qui est présent. En termes d'expérience produit, on est très proche de ce que fait Airtable. Voilà, ils se sont différenciés comme ça. Donc on voit ça. Moi, ce que je vois aussi quand même fondamentalement aujourd'hui, et c'est un vrai sujet, c'est qu'il faut faire attention aux approches modulaires qui, quand on conseille un grand compte et qu'on lui amène une dizaine d'outils no-code avec les arguments du no-code, c'est-à-dire que ça va aller plus vite, ce sera moins cher et ce sera moins rigide, je pense qu'on s'éloigne de la vision no-code parce qu'en fait, on retourne dans le développement traditionnel. Chaque outil no-code devient en fait la même chose qu'un langage traditionnel. Ce sont des frameworks au final qui chacun d'entre eux vont commencer à coûter très cher, qui chacun d'entre eux interconnectés vont créer une sorte de rigidité quand même. Et où, en fait, finalement, peut-être que le seul Eldorado réel, si la vision réussit à bien se mettre en place, c'est les outils full stack comme Bubble, qui évitent cette approche modulaire vraiment importante, coûteuse, qui, en termes de compétences techniques, veut dire que tu as quand même des équipes derrière qui sont capables de gérer tous ces outils. Donc, tu n'auras qu'une seule compétence, en fait, que sur Bubble par rapport à cette approche modulaire. C'est peut-être une des seules typologies d'outils qui est capable de répondre vraiment à la promesse du no-code petit compte, grand compte d'ici 2-3 ans. Et c'est ce qu'on verra. Voilà. Mais ça, c'est une observation qu'on fait et qui nous donne envie, nous, de nous positionner dessus parce qu'on pense qu'il y a énormément de valeur à apporter aux entreprises sur le sujet, sans retomber dans des logiques de développement traditionnelles où même si tu mets une chaîne d'outils no-code à la suite des autres, en fait, tu retournes dans du dev tradi au final. Tu parles beaucoup de Bubble et je le vois aussi dans le no-code. Les élèves de la formation, ils viennent principalement pour ça, justement? Alors pour les distanciels, oui. En gros, parce que le distanciel, on met en avant la compétence Bubble, développer des applications avec Bubble. Donc là, il y a vraiment toute une clientèle qui est attirée par ça. Et le reste sont demandeurs et ravis quand on arrive sur ce sujet-là pendant le bootcamp présentiel, parce que ils ont vraiment l'impression d'apprendre une compétence. C'est pas évident, et donc en gros, ça permet d'éviter le côté le no-code c'est facile, en fait j'ai pas l'impression de vraiment apprendre, j'ai pas besoin d'avoir un prof pour ce genre de choses, j'aurais pu le faire en autodidacte, j'ai un peu gagné de temps. Non, là c'est plus que ça, c'est vraiment c'est professionnalisant, ça crée des vocations. Donc combien on a d'étudiants qui ont découvert Bubble et qui se sentaient pas du tout avant le bootcamp prêts à aller dans ce type de carrière, qui aujourd'hui veulent devenir freelance Bubble et devenir vraiment expert sur le sujet, ne faire que ça. Et c'est assez surprenant d'ailleurs parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour l'outil et d'autres pas du tout. D'autres ils vont dire voilà, moi l'éditeur Bubble je peux pas, moi ce que j'adore c'est Airtable parce que c'est plus métier, parce que machin. Et en fait ils ressentent ça les étudiants, je pense. À un moment donné, tu as des déclics, tu as des sensibilités et Bubble peut créer des déclics et même des reconversions très très fortes parce qu'en plus il y a du besoin côté entreprise, il y a beaucoup de demandes. Tu parles de reconversion, t'as une reconversion en tête? Oui, alors typiquement dans le tout premier bootcamp, une de nos étudiantes qui j'ai deux profils en tête. Il y a une de nos étudiantes qui était commerciale, qui a fini product owner chez Théodo. Là le shift il est quand même assez impressionnant parce qu'en plus il y a que le bootcamp entre les deux. Elle était commerciale, elle a fait le bootcamp, elle a fini product owner chez Théodo. Alors
évidemment, le bout de pointe n'a pas tout fait, mais c'est formé, voilà, ouais. c'est formé. Elle avait de l'autorité pour arriver en entretien pour dire voilà, je suis en potentiel sur ça, je maîtrise ça. Donc ça, j'ai également un autre profil qui a fait la majorité de sa carrière, je crois plus de 15 ans dans les RH, qui a décidé de devenir freelance sur Airtable pour accompagner les entreprises et notamment les services RH à optimiser leurs process. Elle avait la compétence métier, maîtriser vraiment les processus de ressources humaines, et là elle a porté la mission et l'implémentation technique avec la maîtrise d'Airtable. Voilà, ça c'est 2 reconversions qui sont assez satisfaisantes, vraiment pour elle et pour nous en termes d'achievement, quoi. Ok, ouais, donc en gros tout le monde peut arriver sur du no-code, se former et derrière soit être freelance, soit partir dans la tech. Ok, hyper intéressant. On a parlé pas mal de no-code. Ouais. Un peu de toi sur le côté pro, même si le perso est aussi dans le taf. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur Pierre? Dans la vie, alors j'essaye de vraiment faire du sport pour évacuer. On en parlait avant de préparer l'émission. C'est pas forcément évident de maintenir cette rigueur, mais je pense que c'est indispensable pour vraiment. Il faut provoquer ces temps de sport parce que sinon ton cerveau il est plus irrigué, quoi. Enfin, il faut vraiment réussir à couper. T'en fais à quel rythme? J'essaye 2 fois par semaine, voilà, un peu de vélo, pas mal de trucs, mais essayer de faire en sorte de vraiment avoir un temps de sport pour pouvoir lâcher prise. Pas mal de musique classique. Moi, je suis piano depuis que je suis tout petit. Vraiment, ça aussi, c'est une des frustrations un peu de ne plus pouvoir en faire autant qu'avant, parce que bon, à un moment donné, comme on disait, les journées sont plus courtes, mais je garde un rythme quand même. Voilà, je suis passionné de musique classique et donc le piano me garde un lien avec ce monde. Donc voilà pour le perso. Ok. Et donc là aujourd'hui, donc la formation tourne bien, l'agence aussi. Ouais. No Code Summit, ça a été un succès en octobre. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On fasse toujours mieux l'année prochaine, que l'agence continue de se structurer, continue de pouvoir répondre justement à cette vision d'accompagner les grands comptes sur ce que j'ai pu expliquer tout à l'heure, que l'école puisse vraiment se décliner, qu'on arrive il y a une vraie satisfaction là quand on voit les niveaux de satisfaction qu'on a dans nos bootcamps déjà en première année, qu'on n'attendait pas, hein. On a été assez mesuré, on a voulu mettre une grande intensité pour créer de la valeur et les étudiants ont été très réceptifs, on a vraiment des taux de satisfaction qui sont très élevés, donc dans notre préparation du scale qui est pas encore l'étape dans laquelle on puisse maintenir ce niveau de qualité pour faire en sorte qu'au moment de scaler, elle reste un de nos indicateurs principaux. On n'a pas envie de faire une usine à chômeurs, on a envie de faire une école qui permet aux gens de retrouver un job ou d'être compétents sur le sujet et pas autre chose. Et ça, c'est une mission qui est compliquée à faire parce que c'est facile de vendre n'importe quoi. Après, derrière, il faut que on puisse créer des vrais changements de vie, des vraies carrières et des vraies aventures humaines à succès. Et côté No Code Summit, voilà, SFPN, qu'on puisse continuer le mouvement, qu'on puisse continuer à fédérer. Il y a que comme ça qu'on va véritablement exister en termes de preuves d'usage, que les gens puissent dire c'est quoi le no-code, et on a 2 ou 3 moyens de vraiment savoir ce que c'est, de rencontrer tous les acteurs, et voilà, le No-Code Summit sera le prochain rendez-vous l'année prochaine, j'espère avec encore plus de succès que cette année encore. Je te le souhaite en tout cas. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ou te retrouver? Alors sur LinkedIn, sur mon profil directement, on a des pages également sur l'agence, sur l'école Cube, nos sites internet cube.fr, on retrouve l'agence et l'école, et c'est principalement ça. Voilà. Super. Merci Pierre. Merci à toi.